après avoir rappelé cela, sans prendre à ceux qui le contredisent, cela quand même relève quasiment du ridicule. Je dois dire que malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas terminé parce que vous avez cité les cas de la semaine dernière. En arrivant dans votre studio, j'apprends aussi que Adama Fall a fait l'objet d'une visite de policiers, 3, dit-il, qui étaient venus lui rendre visite après avoir constaté qu'il avait évoqué la possibilité pour l'État de, disons, concevoir des bulletins de vote sur lesquels n'allait pas figurer le nom des candidats, mais seulement la photo de la tête de liste. Je crois donc que ce n'est pas terminé, mais je pense aussi qu'il faut arrêter ça, et je me félicite des décisions prises par la justice. Et j'attire également l'attention de nos gouvernants sur le fait suivant. Je pense personnellement que le seul acquis positif, pour l'instant visible, depuis l'élection de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, à la tête de l'État, c'était la retombée de la tension sociale. Le retour de ce qu'on aurait pu considérer comme une paix sociale. On est en train de la remettre en cause, malheureusement, parce que je ne vois pas d'autre acquis. Je me demande ce qu'il leur restera après cela. Donc vraiment, halte aux dérives, respectons les libertés, notamment les libertés constitutionnelles. Vraiment, il faut arrêter ça. Et encore davantage à la veille d'une d'élections importantes qui sont les élections législatives vers lesquelles nous nous dirigeons. Vous le dites même, cette décision du procureur, qui on le rappelle est sous la tutelle du ministre de la Justice, sa décision, le procureur, de mettre fin à cette procédure et de classer le dossier sans suite, Bougane, Thierry Yerim. Je ne peux pas préjuger de ce qui se passera, mais très sincèrement, il faut arrêter ça. Il y a des faits graves, effectivement, qui doivent être punis, c'est sûr, mais vraiment dire que les chiffres ne sont pas corrects, et personnellement, je n'irai pas jusque-là, mais je dis j'attends de voir, pour pouvoir dire qu'ils sont corrects, j'attends de voir un complément d'information, parce qu'on ne peut pas évoquer des chiffres comptables, dire qu'ils sont faux, et ne pas évoquer les corrections qui sont apportées. Il faut dire de manière très précise, l'endettement extérieur a été sous-évalué, parce que sur le chiffre donné, j'ajoute ceci, qui sont des montants qui manquent. Et je crois d'ailleurs que la prudence aurait commandé qu'on attende l'avis de la Cour des comptes sur le rapport d'audit en cours. Le débat de fond maintenant, c'est ça. Cette conférence de presse du gouvernement du 26 septembre dernier, animée principalement par le Premier ministre Ousmane Sonko, c'était pour faire l'état des lieux sur les comptes publics du Sénégal. Vous êtes un ancien Premier ministre, vous commencez d'ailleurs à répondre à la question. Vous n'avez pas donc foi en ce tableau noir présenté par le chef du gouvernement? Écoutez, moi-même j'ai dénoncé des chiffres faux. Mais il s'agissait de chiffres résultant d'estimations. Ce ne sont pas des chiffres comptables. Les choses sont différentes. Et ces estimations conduisaient à des appréciations de la croissance économique qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. Il est clair que les chiffres du PIB du Sénégal ont été systématiquement gonflés de manière intentionnelle en prévision globale et de manière intentionnelle par des prévisions au niveau des composantes de ce même PIB. Je m'explique. Vous avez par exemple, pendant plusieurs années, on a parlé d'une production arachidière du Sénégal qui était portée à 1 700 000 tonnes. Je crois qu'ils ont même une année évoqué 1 800 000 tonnes. Mais c'est archi faux. On ne peut pas produire 1 700 000 tonnes au Sénégal et voir arriver à la Sonacos 70 000 tonnes d'arachide. Les acteurs eux-mêmes avaient contesté ce chiffre à l'époque. Exactement. Donc là, les estimations étaient faites pour pouvoir alimenter un PIB qui pouvait être présenté comme synonyme de croissance vécue par les Sénégalais. Ça, c'est les faux chiffres donnés, toujours de fausses estimations, pour gonfler le PIB. Mais vous avez autre chose, et j'ai attiré l'attention des députés en novembre dernier sur ce point. Ils ont estimé en 2023, pour le budget 2023, un PIB qui reposait sur une croissance de 10,1%. Je crois que vous vous en souviendrez. Ce PIB montait jusqu'à 19 008 milliards, autant que je me souvienne.
Ils ont révisé la croissance de 2023 pour l'établissement du budget 2024. Ils ont de ce fait ramené le taux de croissance estimé à 10,1% à 4,1%. Ils ont enlevé 6 points de croissance. Mais ils ont laissé le PIB nominal à 19 000 milliards. Ça veut dire qu'ils ont appliqué la croissance de 9,2%, autant que je me souvienne, de 2024, à un faux PIB. Et pour les sachants, cela correspond à un taux de croissance nominal de 22%. Ça veut dire que tout le budget 2024 est bâti sur un faux PIB. Et c'était visible, c'était pas caché. Si, c'était un peu caché parce que, du coup, vous ne verrez pas dans le projet de loi de finances initiale, vous ne verrez pas, par exemple, le rappel de la dette intérieure. Donc, quand on gonfle le PIB de cette manière, totalement fausse, c'est pourquoi? C'est pour cacher le taux d'endettement et le taux de déficit budgétaire. Est-ce que le FMI n'est-il pas au courant de ces pratiques-là? Tous les États, disent certains spécialistes, font ces pratiques justement pour réunir les conditions de bénéficier de faveurs de la part des partenaires internationaux, de bien pénétrer dans le marché financier international. Écoutez, moi, j'ai également écrit et publié un texte dans lequel je m'en prends au FMI. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas leur échapper. Ou ils font semblant de ne pas le constater. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas, pour 2024, prévoir un taux de croissance du PIB nominal de 22%. C'est manifestement pour cacher. D'autant que dans la loi de finances initiale, pour 2024, ils n'ont même pas publié l'encours de la dette publique, ce qui ne se faisait pas d'habitude. On avait, jusqu'en 2022, je crois, même en 2023, ils l'ont pas fait, on avait le montant de la dette. Donc, il y avait manifestement des choses que l'on cherchait à cacher. Mais encore une fois, les taux étaient faux lorsqu'on gonfle le PIB, mais je n'ai jamais dit qu'ils étaient faux à défaut de disposer d'éléments probants, qu'ils étaient faux au numérateur de la fraction, c'est-à-dire dans leur montant même. Et vraiment, on aurait dû faire preuve de prudence. Pourquoi ? Et j'ai écrit sur ça également, tout de suite, lorsque c'est sur la base de cela que le gouvernement PASTEF a pu aussi lever des fonds à son arrivée au pouvoir, ces 6 derniers mois, aux alentours de 1500 milliards de... Moi, je vais vous dire, le surendettement du Sénégal, je le dénonce depuis décembre 2017. J'ai écrit et j'ai dit ralentissons. Ralentissons parce que dire qu'on n'a pas encore atteint les 70% qui est la norme communautaire de SADEAO, c'est pas un prétexte. J'ai comparé d'ailleurs dans ce texte-là le chauffard en voiture qui dit je peux rouler à 130 km à l'heure tant que parce que j'ai pas encore cogné un arbre ou cogné un mur. Donc, il y avait une politique économique qui conduisait à un surendettement de manière certaine. Et il y a eu, il faut le dire par contre cette fois, des alertes du Fonds monétaire international. Au point qu'aujourd'hui, ils nous disent, vous êtes en surendettement modéré. Je ne le crois pas, nous sommes en surendettement excessif, élevé, pour reprendre leur propre terminologie. Parce que dès que vous vous mettez à emprunter... Le Fonds monétaire international le dit aussi, peut-être en d'autres termes. Exactement, sur ce point-là. Non, ça c'est le constat. Ça, c'est le constat, mais il faut le bâtir sur des faits probants, quoi. Il faut pas... Et surtout, il ne faut pas donner de la publicité politique et politicienne, je dis politicienne parce qu'à la veille d'élection, à de tels propos. Imaginez le client d'une banque qui vient dire à la banque « Je suis surendetté, je vous ai caché la vérité », parce que c'est un discours officiel. Voilà. À ce moment-là, c'est un aveu d'insolvabilité et il en résulte ce que je craignais, puisque l'agence Moody's vient de baisser la note du Sénégal. Oui, bien sûr, mais vous êtes banquier, vous savez que aussi bien les particuliers, les entreprises que les États, exactement, quand ils veulent lever des fonds, ils cachent des choses. Pas ce qui est parfois visible avec au la plan complicité international, parce que parfois avec la complicité des banques.
Non. Le banquier n'aime pas prêter à quelqu'un qui ne le paiera pas. En tout cas, le bon banquier. Peut-être qu'il y a d'autres types de banquiers. Bref, vous parlez de Moody's, justement. Par contre, vous avez deux choses qui peuvent conduire à du surendettement. Vous avez une politique économique qui n'était pas bonne, c'est celle des grands projets, éléphants blancs, avec tout ce que cela suppose comme rétrocommission, etc., etc. Mais vous avez également, et ça, c'est les commissions qui peuvent parler, qui peuvent nous dire exactement ce qui s'est passé, vous avez une source d'enrichissement illicite par le biais des commissions. Lorsque les décideurs de l'endettement du Sénégal ont intérêt pécuniairement à endetter le Sénégal, il est difficile de ne pas constater. Certains ont souligné un manque de transparence sur la levée de fonds. Les derniers eurobonds obtenus par le Sénégal, peut-être les autres levées de fonds effectuées par le régime passé, peut-être les gouvernements précédents, entourés, selon certains, d'un manque de transparence. On ne sait pas qui gagne quoi dans cette affaire-là. Non seulement on ne sait pas qui gagne quoi sur le dernier eurobond, mais on ne sait pas qui gagne quoi sur tout l'endettement du Sénégal. Et j'ai également sur ce point publié, j'ai demandé de la transparence pour qu'on sache par exemple si les agents du ministère de l'économie et des finances gagnent des commissions lorsqu'ils endettent le Sénégal. Parce que ça, si c'est la réalité, si ça correspond à la réalité, on comprend tout de suite pourquoi le Sénégal s'endette vaille que vaille à des conditions commerciales lorsqu'on sait qu'on n'a plus de marge pour se faire, et dans des montants qui parfois ne sont pas forcément nécessaires au moment où l'emprunt se fait. Les intermédiaires aussi, le cas JP Morgan sur les derniers eurobonds levés par le Sénégal. Oui. Non, il y a beaucoup d'opacité, il faut tout éclaircir et donner les détails. Ce qui part au niveau des... Parce que également, il y a une comparaison nécessaire entre... Parce qu'il y a toujours des commissions à payer quand vous êtes en arrangement d'emprunt, mais il faut également que ces commissions soient en rapport avec l'habitude, il y a avec la pratique habituelle. Et il y a sans aucun doute aussi, là je le redis, peut-être également des commissions cachées qu'on n'ose pas présenter de manière transparente. Il faut le faire. Ça vraiment, j'invite le gouvernement de Ousmane Sonko à publier le détail des commissions qui sont versées sur emprunt pour que les Sénégalais... Il n'y a pas que ça, peut-être l'ingénierie financière permet probablement d'emprunter en dollars, au moins de la conversion. Il y a des choses qui pourraient se passer que personne ne pourrait savoir, le grand public notamment. Non, vous avez raison, mais au moins les taux de commission, c'est quelque chose de facile à appréhender. Et à ce moment-là, on donne le bénéficiaire. Et quand il s'agit d'une société, on précise qui est derrière cette société.